super. Je suis Pierre-Douende Rodolphe Sawatogo, digital marketer, promoteur de Sapero Multiservice, une agence de communication digitale qui aide les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux à travers la création de contenu de tout genre, que ce soit contenu texte, que ce soit contenu vidéo, podcast. On accompagne les entreprises dans ce sens-là. Alors, cette masterclass, nous l'avons débuté depuis un certain temps et nous avons animé plusieurs thèmes. Et ce soir, le thème que nous avons retenu, c'est comment attirer les meilleures opportunités grâce à un CV et un portfolio. Moi, je vais animer la partie CV et la partie portfolio sera animée par le développeur web et mobile Nicodème Milogo. Je vais partager mon écran pour que l'on puisse commencer cette formation. Maintenant, c'est bon? Oui, maintenant, c'est comment attirer les meilleures opportunités grâce à un CV et un portfolio. D'accord, ça tombe bien. Alors, c'est le thème que nous avons l'honneur d'animer ce soir. Comment attirer les meilleures opportunités grâce à un CV et un portfolio. Comme à toute formation, j'aime toujours débuter par une citation. Et la citation que nous avons retenue pour cette présentation est celle d'Indira Gandhi, qui a été première ministre en Inde. Elle disait ceci: les opportunités ne sont pas offertes, elles doivent être arrachées. Pour arracher les opportunités, il faut être prêt. Et pour être prêt par rapport à la recherche d'emploi, c'est bien entendu avoir un curriculum vitae attractif qui se démarque afin de pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté quand il s'agit de votre recherche d'emploi. S'agissant du portfolio, M. Nicodème Milogo reviendra là-dessus pour nous donner beaucoup plus d'informations. Au cours de cette présentation, je vérifie. Donc, au programme de ce masterclass, en première partie, nous allons identifier les différentes compétences. Quelles sont les compétences qu'il faut pour un CV? Alors, dans la deuxième partie, nous allons voir comment bâtir un CV qui se démarque. Et là, nous allons parcourir ensemble les différents types de CV, les différentes structures de CV. Et enfin, nous allons donner des astuces pour mettre en valeur vos compétences dans le CV. Dans la troisième partie, nous allons voir comment bâtir un portfolio attractif. Enfin, nous avons prévu en quatrième partie un bonus. Mais ça, on se réserve de ne pas dire ce que c'est. C'est carrément à la fin qu'on va vous dire c'est quel bonus on vous offre. Enfin, nous allons conclure. Bon, la partie qui suit, je me suis déjà présenté. Je pense qu'on peut survoler cette partie. Alors, première partie, comment l'identification des compétences. Dans tout CV, avant de se lancer dans la création d'un curriculum vitae, il faut d'abord préparer l'ensemble des informations que l'on va mettre dans son CV. Et les informations que l'on va mettre dans son CV, c'est beaucoup plus par rapport à ses compétences. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres compétences qui sont nécessaires, mais le CV, l'objectif, c'est de montrer en fait notre savoir-faire, notre expertise, un peu notre parcours pour que le recruteur, une fois qu'il a notre curriculum vitae de visu, qu'il puisse, en l'espace de 2-3 minutes, voir rapidement de quoi est-ce que nous sommes capables, qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont les expériences que nous avons. Et cela lui permet rapidement de prendre une décision et de décider est-ce que lui, là, il correspond mieux par rapport à ce profil recherché ou pas. Et ce que nous avons d'abord voulu mettre en avant ici, c'est les soft skills. C'est quoi les soft skills? Les soft skills sont des qualités humaines, ce sont des compétences humaines. Ce ne sont pas des compétences, comment dirais-je, techniques du genre, vous savez programmer, vous savez créer des applications mobiles. Qu'est-ce que je vais dire encore? Vous savez faire la comptabilité dans les entreprises, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ici, ce sont des qualités humaines. Et ce qui est recommandé en matière de soft skills, c'est de rechercher 3 qualités essentielles qui vous reflètent, qui vous correspondent le mieux. Quelles sont les qualités essentielles qui reflètent qui vous êtes? Est-ce que c'est
est-ce que c'est, comment dirais-je, vous avez une forte capacité d'organisation? Est-ce que vous avez une capacité d'adaptation? Est-ce que vous avez la confiance en soi? Est-ce que vous êtes résilient? Est-ce que? Et pour trouver ces qualités humaines-là, l'exercice généralement que moi j'aime utiliser, c'est que euh, je, je demande en fait aux gens autour de moi ce qu'ils pensent de moi. Parce que ce sont les gens avec lesquels j'ai interagi, je suis en rapport avec eux. Donc, ils peuvent avoir une idée de quelles sont les qualités humaines qu'ils voient en moi. Cela va me permettre de réfléchir par rapport à ce qu'ils ont dit. Est-ce que réellement ça me correspond? Est-ce que réellement j'ai ces capacités-là? En se posant la question comme ça, on arrivera à dégager vraiment les qualités humaines clés. Ce n'est pas que vous n'avez pas plein d'autres qualités, mais ce qui est recommandé, c'est vraiment de choisir 3 qualités pour mettre en avant dans votre CV. Et ici, nous avons donné quelques exemples de qualités humaines qui peuvent être la confiance en soi. Voilà, vous avez une capacité d'écoute, vous avez une capacité d'empathie, le respect, la créativité, etc., etc. On pourra continuer à citer, mais on s'arrête là. Donc, vous aurez compris que quand on parle de soft skills, il s'agit de qualités humaines. Et les qualités humaines, pour pouvoir les détecter, il faut demander à son entourage ce qu'il pense de vous. Vous pouvez même aller jusqu'à faire des tests de personnalité. Voilà. Il y a des sites en ligne pour pouvoir faire les tests de personnalité. Là, vous allez mieux vous connaître et savoir vraiment quelles sont les qualités que vous avez. Mais cette deuxième option que j'ai dit, si vous voyez que c'est trop compliqué, vous pouvez juste vous contenter de demander à vos proches, à vos amis, connaissances, les collègues et tout. Et ces personnes vont vous faire un retour. Et lorsqu'ils vous font le retour, vous allez analyser ce retour-là pour voir est-ce que c'est réellement ça avant de poursuivre. En deuxième partie, par rapport aux compétences, j'ai retenu les hard skills. C'est quoi les hard skills? Ce sont les compétences techniques. Voilà. Les compétences techniques ici, c'est de plusieurs ordres. Voilà. Cela aussi, c'est en rapport avec votre profil. Je ne sais pas, je vais prendre par exemple le profil d'un comptable. Le profil d'un comptable, les compétences techniques là-bas peuvent être la maîtrise du CIG comptable, comment dirais-je, la gestion financière, la gestion de la fiscalité, etc., etc. Donc, on peut dire que les compétences techniques ce sont toutes les compétences que vous avez acquises de par l'expérience ou bien de par la formation. Mais ces compétences techniques-là doivent toujours avoir un lien avec le poste. Parce qu'avant tout recrutement, c'est sûr. Donc, au niveau des hard skills, je disais que pour toute offre d'emploi, euh, vous allez recueillir en fait tout un certain nombre d'informations et vous allez détecter, voir quelles sont les qualités qui conviennent le mieux par rapport à ce profil-là. Au niveau des qualités humaines, par exemple, là-bas, ça peut être, on recherche quelqu'un de créatif, on recherche une personne organisée, on recherche une personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on recherche une personne qui est capable de faire ceci, qui est capable de faire cela. Donc, c'est toujours prendre le temps de lire l'offre en question. Une fois que vous avez lu l'offre, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de ce que recherche l'offre et vous décidez de mettre en avant 3 qualités essentielles là. Mais au niveau des compétences techniques, bon, il n'y a pas vraiment de nombre défini. C'est à vous vraiment de voir en fonction des exigences du poste recherché, quelles sont les compétences techniques qu'exige ce profil, qu'exige ce poste, et vous décidez maintenant de mettre en avant ces compétences techniques-là. Merci. Ou bien vous pouvez tout simplement poser vos questions dans le chat. Je pourrai les voir et répondre après. En deuxième partie, une fois que nous avons pris le temps d'identifier nos compétences, on a vu qu'il y a il y a 2 types de compétences. Il y a les qualités humaines qu'on appelle soft skills et là, les compétences techniques qu'on appelle hard skills. Donc, on a identifié ces 2 types de compétences-là. Vous allez me dire, oui, en un CV, il n'y a pas que les hard skills, il n'y a pas que les soft skills. Il y a les compétences, il y a l'expérience professionnelle, il y a, comment dire, les centres d'intérêt, loisirs, etc., etc. Il y a différents types, il y a différentes rubriques, il y a plusieurs types de CV. C'est à cette partie que nous allons voir les différents types de CV, la structure même du CV, et aussi nous allons donner des astuces pour mettre en valeur vos compétences. Alors, nous avons recensé ici 3 types de CV, à savoir le CV chronologique, le CV fonctionnel, le CV combiné
et le CV combiné actuel. Okay. Le CV chronologique, comme son nom le dit, chronologique, ça veut dire ça suit un ordre donné. Ça veut dire que ce CV-là présente votre historique professionnel. Quand on prend ce CV, on voit où est-ce que vous êtes passé de là à là, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment le modèle le plus couramment utilisé. C'est le modèle que l'on retrouve un peu partout. Le CV fonctionnel met beaucoup plus l'accent sur vos compétences et vos réalisations. Quelles sont les compétences que vous avez, quelles sont les réalisations que vous avez, ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau du CV combiné, lui, il essaie de faire le rapprochement entre les deux, le fonctionnel et le chronologique. Et là-bas, il met non seulement en avant l'historique professionnel, mais en plus de cela, il met en avant les compétences et les réalisations. Donc, ça veut dire que si vous optez pour le style de CV combiné, vous avez en même temps le CV chronologique et le CV fonctionnel. Donc, bon, je pense qu'on aura tout à gagner en choisissant le CV combiné parce que voilà, non seulement ce CV présente plus nos réalisations, notre historique professionnel ainsi que nos compétences. La structure d'un bon CV, nous allons voir ensemble. Un bon CV doit avoir ces différentes informations. En premier lieu, l'entête. D'autres vont appeler ça l'état civil. Pour ceux qui aiment faire les CV sous Word, ils aiment appeler ce format l'état civil. L'entête, c'est la partie où vous allez mettre toutes les informations vous concernant, toutes les informations pouvant permettre de vous identifier, de savoir qui est-ce que vous êtes, comment on peut vous contacter. Donc, c'est à cette partie qu'on va pouvoir avoir les informations pour pouvoir vous identifier. Je dirais que la partie rubrique, la partie en tête du CV, on voit ici, par exemple, on prend celui de Moussa Sana, le CV de Moussa Sana. Après, on voit sa photo et après sa photo, on voit il y a des informations en rapport avec son contact, avec son adresse téléphonique, avec là où il se trouve lieu. Est-ce qu'il se trouve à Ouagadougou? Est-ce qu'il se trouve au Togo? Est-ce qu'il se trouve à Bobo Dioulasso? Etc., etc. Donc, c'est un peu pour que vous puissiez voir la partie en tête là. Où est-ce que cette partie se met? Comme il y a un exemple photo qui est ici. Donc, au niveau de la structure d'un CV, on a vu un peu ce que c'est que l'entête. Au niveau de l'entête, c'est cette partie où on met toutes les informations en rapport avec nous-mêmes. Vous retrouverez dans cette partie votre nom, votre prénom, les contacts, votre adresse mail, la localisation et d'autres même mettent en fait le lien vers leur profil LinkedIn. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'un profil LinkedIn, là, ce n'est plus un secret, c'est un CV numérique. C'est en quelque sorte comme un CV numérique. Et si vous êtes sûr que vous avez un profil LinkedIn bien optimisé, bien travaillé, n'hésitez pas à ajouter ça dans votre curriculum vitae. Mais si vous n'êtes pas sûr que votre profil LinkedIn est suffisamment bien travaillé, suffisamment bien optimisé, de telle sorte que celui qui visite trouve que vraiment vous êtes une référence, c'est mieux de ne pas mettre. Voilà. On va continuer à la partie profil. La partie profil, c'est cette partie-là qu'on essaie en fait de donner un résumé de ce que nous recherchons à travers le poste. Cette partie, c'est généralement une ou deux phrases maximum. Voilà, une ou deux phrases maximum où on va donner un certain nombre d'informations. Je reviens encore sur cette slide pour que vous voyez la partie là. Vous voyez, on prend toujours l'exemple du CV de M. Moussa Sana. La partie About Me, bon, là, c'est en anglais, mais vous pouvez mettre profil là-bas. La partie About Me, vous voyez, il y a des informations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est là qu'on essaie de donner des informations en rapport avec votre profil. Et là, vous allez dire comptable de profession, j'exerce depuis tel nombre d'expériences, je dispose d'une capacité d'adaptation en passant par la ceci, en passant par cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, voilà. Soyez vraiment ultra bref à cette partie-là. N'essayez pas de tout dire. J'ai dit 2 phrases maximum. C'est trop long, ce n'est pas du tout agréable. Donc, et pour bien rédiger là-bas, là, c'est vraiment les informations en rapport avec votre profil. À la fin, bon, on peut vous donner des astuces pour pouvoir bien rédiger ça facilement. Voilà. Je ne sais pas si déjà ceci ont entendu parler de l'intelligence artificielle.
Vous me Oui, un recevez peu. toujours? D'accord. Donc, si vous avez déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT. Oui. Voilà. Donc, si vous connaissez ChatGPT, à la partie profil, là, si vous n'avez pas trop, en fait, cette facilité d'écrire de telle sorte que cela soit attractif, vous pouvez vous faire aider par ChatGPT pour rédiger la partie profil. Vous rédigez un prompt, vous dites, voilà, euh, vous dites que je souhaite faire un CV pour postuler dans le cadre de tant. Aide-moi à rédiger la partie profil. Voici mes informations. Et vous le dites, rédige-moi un maximum 2 phrases. ChatGPT va vous faire ressortir les informations. Vous allez prendre ce que ChatGPT a écrit, retravailler pour que ce soit constant, que ce n'est pas écrit par une IA, que c'est une personne qui a écrit cette partie-là. Et vous venez maintenant mettre dans cette partie profil. Là, vous gagnez en temps, vous avez les idées. ChatGPT va vous donner les idées par rapport à comment faire et vous prenez ça, venez mettre à cette partie profil. Je poursuis avec la partie expérience professionnelle. Alors, la partie expérience professionnelle, c'est cette partie où on va essayer de donner l'historique, en fait, des différentes expériences que nous avons acquises tout au long de notre parcours professionnel. Et ce qui est recommandé ici en matière d'expérience professionnelle, c'est de commencer par l'expérience le plus récent, du plus récent au plus ancien. Bien souvent, quand les gens me font appel pour rédiger, pour faire la conception de leur CV professionnel, je me rends compte que dans cette partie expérience professionnelle, ils mettent en fait les postes du plus ancien au plus récent, en se disant que c'est logique comme ça. Oui, c'est vraiment logique. Mais ce qui est recommandé, ce qui est conseillé pour un curriculum vitae professionnel, c'est de mettre les informations par rapport à votre expérience du plus récent au plus ancien. Par exemple, si vous avez fait exercer en 2020, vous avez exercé en 2021, vous avez exercé en 2022, et vous avez exercé en 2024. Au lieu de commencer par 2020, vous devrez commencer par ce que vous avez fait en 2024, en descendant, en descendant, en descendant, en descendant. Et là aussi, il y a des choses que j'aimerais préciser. Lorsque vous allez mettre l'expérience, ça veut dire vous avez fait telle entreprise, voici la période. Après avoir défini la période, il faut lister les principales tâches réalisées dans, que vous avez, voilà, les principales tâches que vous avez faites dans cette expérience professionnelle. Et cela va permettre en fait aux recruteurs de savoir voici ce que vous avez fait, voici ce que vous avez fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Il sait non seulement que vous avez une expérience dans tel domaine, mais aussi il voit réellement ce que vous avez eu à faire concrètement. Cela renforce la crédibilité de votre CV. Et en cette partie-là, bon, la partie conseil pour astuces pour mettre en avant vos compétences, on va voir comment faire écrire des choses de telle sorte que les tâches que vous allez lister là soient vraiment beaucoup plus professionnelles et plus attractives, qu'on sache que voilà, c'est vraiment les compétences que vous avez. On part à la partie formation. À la partie formation, bon, disons qu'il y aura deux types de formation. Il y a la formation universitaire, scolaire ou bien académique, et il y a la formation qualifiante, c'est-à-dire les certifications, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau de la formation universitaire, académique, etc., c'est là que vous allez essayer de mettre en fait les diplômes que vous avez reçus. J'ai aimé l'intervention de la Togolaise, entre-temps, qui disait que voilà, tout dépend du profil. Elle disait par exemple qu'il y a eu des postes pour lesquels on leur a demandé de mettre en fait depuis le diplôme de CEP en allant. Donc, nous ne pouvons pas vous dire c'est cette règle-là qui fonctionne. Les règles fonctionnent en fonction des contextes, en fonction des circonstances, en fonction des postes de recherche, en fonction des exigences du poste. Tout s'adapte en fonction du poste. Donc, lorsque vous avez une offre d'emploi et que voilà, vous prenez le temps de lire, si on demande, par exemple, le diplôme de licence, il faut commencer par le bac. Si vous avez le BPC, le CEP, parce que si vous mettez le bac, on sait automatiquement que vous avez le CEP, on sait automatiquement que vous avez le BPC. Voilà. Si c'est un poste où on demande le bac, bon, vous pouvez mettre le bac.
Voilà, parce que si vous n'avez pas forcément besoin de mettre CV, CP et BPC, parce que voilà, on sait automatiquement que vous avez le bac, etc., etc. Donc, vous aurez compris le principe au niveau de la formation. C'est mettre en avant le diplôme requis en fonction des exigences du profil recherché. Et j'avais dit qu'à cette partie formation, il y a la formation universitaire, scolaire, académique, etc. Et aussi à la formation qualifiante. Il arrive des fois, en fait, que vous avez des compétences, vous avez des diplômes que vous n'avez pas forcément eu à l'école. Voilà, donc je disais qu'il y a aussi la formation qualifiante. La formation qualifiante, là, c'est toutes les certifications que vous avez obtenues en ligne ou bien d'autres formations de type professionnel que vous avez dans vos différents services. On sait que la plupart des services font ce qu'on appelle la formation de renforcement de capacité, etc. La formation continue pour doter en fait leurs agents de compétences qui leur permettent d'être beaucoup plus compétents par rapport aux situations qu'ils rencontrent dans le cadre de l'exercice de leur métier. Donc là, ces formations que vous avez eues, vous venez les mettre dans la partie formation certifiante. Voilà. Et là, vous les listez dessus. Vous donnez la formation, vous donnez la structure et vous donnez la période à laquelle vous avez été formé. C'est ce qui est recommandé en la matière. Au niveau des compétences, on a déjà vu comment ce qu'il faut mettre dedans. Il y a ce qu'on appelle les soft skills. Au niveau des compétences, vous mettez soft skills. Voilà, au niveau des soft skills, vous mettez en avant 3 qualités humaines clés. Et au niveau des compétences techniques, vous mettez en avant voilà, vos compétences là-bas et vous essayez de les lister par rapport vraiment toujours avec le profil recherché. Et il y a la partie autre information. Vous allez me dire, voilà, on a listé tout ça, on a oublié connaissances en informatique, on a oublié les centres d'intérêt, les loisirs et tout ça. Toutes ces informations rentrent dans la partie autre information. Voilà. OK. Dans la partie autre information, voilà, c'est cette partie-là où vous allez renseigner toutes les informations en rapport avec la connaissance linguistique, en rapport avec la connaissance, comment dirais-je, informatique, en rapport avec les références. Parce que voilà, ça aussi, c'est des éléments assez importants. Il y a plusieurs postes pour lesquels on demande 3 références professionnelles. Et au niveau des références, voilà, vous pouvez ajouter ça dans la partie autre information. Une fois que moi, ce que je recommande en la matière, c'est avoir un fichier Word où vous allez recueillir toutes les informations comme ça, assez détaillées. Et si vous n'êtes pas toujours sûr, vous pouvez voir quelqu'un qui s'y connaît. La personne va bien analyser pour vous donner des orientations par rapport est-ce que ici, là, c'est bon, est-ce que ici, là, il ne faudrait pas revoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Après ça, maintenant, vous allez voir un professionnel pour vous aider à faire la conception de votre CV. Alors, ici, nous allons voir des astuces. Donc là, je disais que dans la partie expérience professionnelle, il était recommandé de lister les différentes tâches réalisées dans chaque compétence que vous avez acquise. Et l'astuce que nous allons donner, c'est utiliser vraiment les verbes d'action. C'est-à-dire, du genre, réaliser tant, vous avez, au lieu de genre, si vous savez élaborer, si vous savez faire des stratégies marketing de communication, vous allez mettre élaboration de stratégie marketing de communication. On va écrire comme ça. Si vous savez faire de la gestion comptable et financière, vous allez mettre gestion comptable et financière, gestion de l'accueil. Ce sont des mots comme ça qu'il faut utiliser. Il faut utiliser soit des groupes nominaux ou bien des verbes d'action ou bien, comment dirais-je, quantifier en fait vos réalisations. Genre pour dire que vous avez participé à l'augmentation du chiffre d'affaires de 30%. Voilà, vous allez quantifier ça en disant, voilà, contribution à l'augmentation du chiffre d'affaires 30% chaque mois pendant tant de temps, etc., etc. Donc, c'est ce qui est vraiment conseillé en la matière. Donc, bien des fois, les gens veulent, dans cette partie-là, où ils doivent lister les tâches réalisées dans chaque compétence, ils veulent faire de longues phrases, ils veulent, comment dirais-je, développer des choses. Non, il faut utiliser soit des groupes nominaux ou bien utiliser des verbes d'action pour pouvoir que cela soit attractif à lire. Quand le recruteur prend, il ne se fatigue pas, il voit, c'est clair, clair, clair. Et cela vous donne beaucoup plus de poids et donne plus de chances pour être recruté. Je pense que
ma partie, j'ai fini la partie CV. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. On va laisser M. Milgo poursuivre avec sa présentation et on va prendre les questions carrément à la fin. Est-ce que ça vous va comme ça? Il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, cela dit, je passe la parole à M. Milgo pour la partie portfolio et à la fin, on va répondre à vos inquiétudes. Donc, bonsoir à tout un chacun et à toute une chacune, sans oublier les dames. Donc, ce soir, je vais me charger de vous présenter cette partie-là, la partie qui consiste à bâtir un portfolio attractif. Tout d'abord, je m'en vais me présenter. Moi, c'est Nicodème Milogo. Je suis développeur web et mobile. Je suis également, on va dire, étudiant en informatique. Je porte un peu plusieurs autres casquettes, mais on va s'en tenir à la casquette d'informaticien pour cette soirée. Ce soir, nous allons voir les conseils pour sélectionner les projets à inclure. Votre écran reparti. D'accord, je disais que ce soir, nous allons un peu parler des conseils pour sélectionner les projets à inclure dans son portfolio, les astuces pour présenter les réalisations de manière optimale et les avantages d'un site web portfolio. Et tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est un portfolio avant de continuer. Un portfolio, c'est un document qui permet de regrouper en un même lieu les réalisations qui ont été faites par soit une entité ou une personne. Généralement, pour les entreprises, on parle de sites internet, un site qui présente les réalisations. Je pense que c'est une landing page qui permet de présenter les réalisations et les services que l'entreprise fournit. Mais pour une personne, on parlera ici de portfolio de réalisation ou portfolio de projet. Donc, ici, nous allons plus s'appesantir sur la personne, bien évidemment, puisqu'on parle de portfolio. D'accord. Notre premier point portera sur les conseils pour sélectionner les projets à inclure dans son portfolio. Premièrement, avant d'inclure un quelconque projet dans son portfolio, il faut trouver une réponse vraiment à cette question-là. Quel est l'objectif de mon portfolio? Donc, je disais tantôt qu'il fallait trouver la réponse à cette question primordiale pour pouvoir inclure un quelconque projet dans son portfolio, à savoir quel est l'objectif de mon portfolio de projet ou de mon portfolio de réalisation. Donc, après avoir trouvé une réponse vraiment à cette question-là, vous pouvez maintenant commencer à sélectionner les projets allant dans le sens vraiment de l'objectif visé par votre portfolio. Parce qu'on peut avoir plusieurs portfolios de réalisation en fonction des activités que l'on mène. On peut être dans plusieurs secteurs d'activité. Maintenant, imaginons qu'une personne soit dans le BTP et dans l'informatique en même temps. Et il y a un appel d'offres qui surgit et la personne veut postuler à cet appel d'offres-là. Je me dis que si c'est un appel d'offres côté informatique, la personne ne va pas aller mettre ses compétences ou bien valoriser ses compétences en BTP là-bas, parce que ça n'aura pas vraiment de sens ou ça n'aura pas d'impact sur son recrutement, pour son recrutement. Donc, il faut d'abord trouver une solution vraiment à ce problème ou bien une réponse vraiment à cette question-là. Quel est l'objectif de mon portfolio? Après avoir trouvé réponse à cette question, il nous faudra maintenant sélectionner les projets allant en droite ligne avec l'objectif défini. C'est ce que j'expliquais tantôt. On ne doit pas aller prendre un projet de BTP et mettre ça dans notre portfolio pour postuler à un appel d'offres d'un projet à effectuer en informatique, par exemple. Donc, deuxièmement, il faut juger de la pertinence de chacun des projets. Il faut que le projet que l'on va mettre dans notre portfolio, il faut que ce soit vraiment un projet pertinent pour nous, premièrement, et pour
je vais dire les recruteurs ou bien pour les clients pour lesquels nous décidons de soumettre notre portfolio, en fait. En troisième lieu, les projets. On choisit des projets où nous avons une forte contribution. On ne va pas aller choisir un projet. Je prends un exemple d'un cas dans mon domaine, par exemple. On ne va pas aller choisir un projet où on a juste eu à faire 4 à 5 lignes de code et on va mettre ça dans notre portfolio, disant qu'on a fait quelque chose au niveau de ce projet. Non, on va choisir des projets où on a une forte contribution. Des fois même, on va prendre même des projets sur lesquels on a travaillé du début jusqu'à la fin pour mettre dans notre portfolio, pour valoriser vraiment nos compétences et notre largesse de compétences, en fait. En troisième lieu, nous allons également choisir les portfolios, les projets pour lesquels on a eu de bons retours. Ça compte vraiment beaucoup, que ce soit pour un offre d'emploi, que ce soit pour postuler à des appels d'offres si vous êtes dans une entreprise. Il faut vraiment miser plus sur les portfolios, sur les projets du moins où vous avez de bons retours. En parlant de bons retours, je fais allusion à quoi? Je prends un exemple tout simple. Moi, j'ai eu à faire un projet en informatique, c'était une application. J'ai terminé le projet, j'ai soumis le projet et ça a été validé au fait. Et après validation, il y a eu des retours vraiment très satisfaisants, stipulant que le travail a été très bien conçu, il y a du professionnalisme dans le travail et que depuis la mise en ligne de la plateforme, il n'y a pas eu de bug et il n'y a que des bons retours au fait. Donc ce genre de projet-là est très important. Il faut vraiment miser sur ce genre de projet-là au niveau de votre portfolio. Si possible, même les mettre au tout début de votre portfolio pour que ce soit vite, pour que ça tique vite l'attention de la personne qui visite le portfolio au fait. Et si possible, même mettre des références, vu qu'on a de bons retours, puisque quoi qu'on dise, on peut mentir, il y a des personnes de mauvaise moralité qui peuvent vraiment rapporter de n'importe quoi dans leur portfolio. Donc, vous pouvez par exemple mettre des références, cela donne un peu plus de crédibilité et ajoute de la valeur à votre réalisation. Et nous voyons également ici des astuces pour présenter ces réalisations de manière optimale. Ici, nous avons au niveau de la première partie, nous avons vu comment choisir les différents projets. Là, donc, nous savons comment choisir les différents projets. Maintenant, il y a une manière de présenter ces projets-là pour que ces projets-là soient agréables à visiter, au fait. C'est ce que nous allons voir au niveau de cette seconde partie. Donc, vous devez tout d'abord être authentique et vous présenter. Parce que, quoi qu'on dise, quel qu'en soit le niveau de compétence que vous avez, le recruteur ou le client va d'abord miser sur vous, votre personnalité intrinsèque au fait. Il faut que vous soyez authentique. Il faut que vous vous exposez, vous vous vendez vraiment à un bon prix, à fort prix. Donc, au niveau de votre portfolio, il faut vraiment vous détailler de votre en compte votre personnalité. Je pense que M. Savadogo avait un peu parlé de cela. Il faut d'abord les compétences soft skills. Il faut les mettre en avant, même dans les portfolios. Bien vrai qu'ici, on parle de réalisation, on parle de projet, mais il faut également dans le portfolio miser sur vos compétences soft skills. Ensuite, pour chaque projet, vous devez mettre en avant vos compétences, les compétences clés. Parce que sur un projet donné, il se peut que vous n'ayez pas travaillé sur l'entièreté du projet. Vous avez occupé une partie, vous avez travaillé sur une partie du projet. Donc, vous mettez plus en avant la partie dans laquelle vous avez travaillé pour qu'on voit vraiment vos compétences
votre apport à ce projet-là. Je ne sais pas si vous me suivez, vous voyez toujours l'écran avant de continuer. On est au niveau de la partie astuce, je ne sais pas si je me fais comprendre, on est au niveau de la partie astuce pour présenter ces réalisations de manière optimale. Donc la première astuce que j'ai donnée était d'abord de se présenter au fait, de montrer sa personnalité au public, vu qu'on parle ici de portfolio web, ou du moins de montrer sa personnalité à la personne qui va lire ou parcourir le portfolio. Je disais tantôt que M. Salvador parlait de compétences soft skills. C'est ce qu'il faut mettre un peu en avant ici. Vos compétences soft skills et votre personnalité. Être authentique tout court sur votre portfolio. Maintenant, pour chaque projet cité, vous devez d'abord mettre en avant les compétences qui vous ont permis de contribuer vraiment à ce projet-là. Par exemple, en informatique, on peut prendre un projet et le subdiviser en plusieurs tâches. Et chacun aura à contribuer à une tâche spécifique. Donc, lorsque vous devez présenter vraiment cette réalisation-là, vous n'allez pas présenter tout le projet en entier au fait. Vous allez vous centrer sur votre apport. Vous allez vous centrer sur les compétences qui vous ont permis de contribuer à ce projet. Ensuite, vous devez également être clair et concis dans la présentation de vos projets. Ça même, ce n'est même pas du cadre juste du portfolio, que ce soit dans vos postes ou bien dans les documents que vous écrivez quotidiennement. Il faut vraiment être clair. Il faut aller droit au but. Il faut dire vraiment de manière claire et concise pour que les gens puissent comprendre ce que vous voulez faire ressortir. Donc, lorsque vous présentez vos projets vraiment, je pense que actuellement, les gens n'ont pas vraiment ce temps-là de lire de longs, puisque c'est un peu comme des posts que vous allez faire. Les gens n'ont pas vraiment ce temps-là de lire de longs posts. C'est de réduire vraiment la taille de l'explication que vous allez donner du projet et d'être vraiment clair sur ce que vous avez apporté à ce projet-là. Et pour couronner le tout, vous pouvez utiliser des visuels que ce soit des images ou des affiches de haute qualité. Et je vais un peu m'attarder sur ça. Vraiment des images de haute qualité pour présenter vos projets. Si ce sont des projets où vous avez des images, bien sûr. Mais qu'à cela ne tienne, si vous n'avez pas d'images pour présenter vos projets, tâchez de bien rédiger vraiment la présentation du projet et de rédiger les apports que vous avez eu à faire pour ce projet-là. Maintenant, la toute dernière partie sont les avantages d'un site web de type portfolio. Puisque au tout début, je dis qu'un portfolio, ce n'est pas de prime abord un site web. C'est tout aussi bien qu'un CV, c'est un document, en fait, qui recense un peu toutes vos réalisations que vous avez faites, on va dire, dans le monde professionnel, dans un domaine également bien précis. Maintenant, vous pouvez décider de créer un site web pour promouvoir vraiment vos différentes réalisations. Et cela dénote vraiment de votre professionnalisme et de votre implication dans la présentation de votre portfolio. Et un site web de type portfolio présente vraiment plusieurs avantages. Le premier avantage est sa grande visibilité. On sait que tout se passe actuellement sur le web, tout se passe sur Internet. Et déjà, si vous avez quelque chose sur le web qui vous illustre, qui vous présente, qui met en nu vos compétences, vous aurez une plus grande visibilité. Parce que vous n'aurez plus besoin d'envoyer des documents à un tel ou une autre personne pour visiter toutes vos réalisations. Non, il vous suffit juste d'envoyer un lien et qui va rediriger cette personne-là vers votre site web. Et cette personne pourra voir vraiment l'entièreté de tout ce que vous avez eu à réaliser dans votre carrière. Donc, on note que le premier avantage d'un site web de type portfolio, c'est sa grande visibilité. Le second avantage vraiment des sites web de type portfolio, c'est qu'ils ont le pouvoir vraiment de refléter votre image, votre personnalité
à travers le design du site. Donc déjà, depuis le design, on peut voir, le design c'est un peu l'ossature et tout ce qu'il y a comme couleur et forme que vous alliez insérer dans votre site web, lors de la conception de votre site web. Donc depuis tous ces aspects-là, on peut déjà deviner ce que vous faites ou ce que vous avez eu à faire. À travers ce site, vous pouvez vraiment mettre à nu, déjà par le design, votre image et votre personnalité. Et les sites web portfolio ont un avantage sur les sites web classiques, sur les portfolios classiques, c'est que la mise à jour est facile au fait. Il vous suffit juste en quelques lignes, en quelques commandes de mettre à jour votre portfolio et il est déjà accessible à tous. Mais imaginons que vous ayez un document qui vous sert de portfolio. Lorsque vous le mettez à jour, il faudra repartager, republier ce document-là à toutes les personnes qui avaient l'ancienne version pour que ces personnes-là puissent mettre à jour. Donc, franchement, c'est fastidieux et ça agace la personne qui doit à chaque fois recevoir, dès que vous avez fait une nouvelle réalisation, recevoir un nouveau document et pour pouvoir visualiser vraiment votre portfolio. Ensuite, il permet de centraliser vos travaux parce que vous aurez vraiment une panoplie de travaux que vous avez réalisés et tous ces travaux-là seront vraiment centrés en un seul endroit, excusez-moi, en un seul endroit et vous pourrez y ajouter des images, des tas d'images, plusieurs images pour vraiment vous aider à mieux visualiser ou bien à mieux présenter, excusez-moi, à mieux présenter vos différents projets. Et enfin, il y a une plus grande interaction avec les visiteurs. Ce qu'on appelle visiteurs sont ces personnes-là qui atterrissent sur votre site web portfolio pour le but de visiter votre site web. Peut-être que ces personnes ils font généralement, j'appelle ça du vagabondage sur le web et ils tombent sur un site, voilà, ils décident de cliquer sur le lien et essayer de voir ce que ce site-là présente. Ou bien, les visiteurs peuvent être ces personnes auxquelles vous avez envoyé le lien de votre portfolio pour une visite, bien évidemment. Donc, dans votre portfolio, vous pouvez y intégrer un formulaire de contact pour que les personnes puissent vous contacter par email. Et la tâche est vraiment plus simple et plus professionnelle, je dirais. Maintenant, je voudrais vous présenter un exemple de portfolio pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, un site web portfolio. Donc, pour cela, je vais d'abord arrêter le partage ici et repartager un autre écran. Donc, ça, c'est un exemple de portfolio ici. Et je disais que déjà, à travers le design, on peut déjà deviner ce que la personne fait. Là, généralement, les informaticiens aiment des designs un peu sombres. Voilà, donc j'ai utilisé un design un peu sombre pour faire mon portfolio. Et là, on a une petite phrase d'accroche. Ensuite, on expose, on a une petite description de ma personne. On expose un peu ce que je sais faire, ce que j'aime faire, en fait. Et chose vraiment très importante, on a des liens qui redirigent vers différentes pages, que ce soit Facebook, Twitter, vers un chat WhatsApp ou sur Instagram. Ça peut être vraiment très intéressant si vous êtes vraiment très professionnel et que vous aimez les interactions sur vos réseaux sociaux. Ensuite, on a une petite section à propos de moi pour un peu exposer ma personne, ma personnalité. Et chose intéressante, c'est qu'on peut inclure la possibilité de télécharger le CV directement sur le portfolio. Donc, vous pouvez faire votre CV et le mettre dans votre portfolio pour que lorsqu'une personne essaie de
visiter votre portfolio puissent télécharger directement votre CV. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, il y a le cursus là, il y a l'éducation. Ça, c'est le scolaire, tout ce qui est formation, là, qui est un peu exposé. Et là, il y a l'expérience. Donc, déjà, on peut voir que la description des différentes réalisations sont vraiment très brèves et on peut voir de prime abord dans quelles compétences vraiment j'ai apporté à ce projet-là. Par exemple, un projet Smart Don, qui est un projet de don en ligne aux déplacés internes, où j'ai travaillé quasiment sur le projet. Là, c'était une application mobile, tout quoi. Donc, et ensuite, on a une section qui expose un peu les compétences techniques que j'ai, des outils informatiques, on va le dire. Et cette partie qui est vraiment très intéressante, qui est la partie d'accroche au fait. Donc, lorsqu'une personne visite votre site web, il suffit qu'elle remplisse ces informations-là et qu'elle vous envoie un message. Si c'est un recruteur, elle peut vous envoyer un message directement à partir de votre site web. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, c'est là présenter un bref, très brièvement, je veux dire, présenter un exemple de portfolio, en fait. Il y a plusieurs types de portfolio. Ce type de portfolio-là, on peut dire que c'est un portfolio, on va dire, un peu étudiant et professionnel en même temps, parce qu'il y a vraiment des expériences ici, mais on expose plus les formations et les compétences au fait. Il y a des types de portfolios qui ont pour objectif vraiment de soumissionner, par exemple, à des appels d'offres ou bien de vous permettre de décrocher des emplois. Il y a ce type de portfolio-là également qu'on peut faire, qu'on peut réaliser pour une personne qui désire vraiment le faire. Quoi. Donc, on est, je pense, au terme de la présentation, comment bâtir un portfolio attractif. J'espère que la présentation vous aurait plu. Sinon, je reste ouvert à toutes vos préoccupations. Merci. Je voulais vous remercier pour les différentes informations et pour cette satisfaction que vous nous avez procurée. Nous allons passer maintenant à la seconde phase de notre masterclass, qui va consister à poser des questions à l'endroit de M. Sawadou, également M. Oui, alors, Oui, vous m'entendez? oui, je demandais à savoir si on aura le support numérique après le masterclass. Donc, les intervenants auront l'occasion de vous donner la réponse à vos préoccupations. Donc, je vous écoute. Avez-vous des questions à l'endroit de nos différents intervenants? Non, non pour l'instant. Donc, tout le monde est satisfait. Parce que je sens que, bon, comme il n'y a pas de questions, j'ai l'impression que les gens vraiment ont reçu les informations utiles, ont tiré profit des différentes informations qui ressortent dans cette masterclass, autant pour moi. Oui, je vous entends. Maintenant, la question, c'est de donner un modèle de portfolio, n'est-ce pas? Oui. J'ai présenté tout de suite un modèle de portfolio. Je ne sais pas si vous avez suivi la présentation. Oui, on a regardé ça, mais c'était passé un peu trop rapide. Donc, pour elle, le modèle est bref. Donc, si vous pouvez essayer peut-être à un moment donné, essayer de faire un focus sur ça, voilà, ou bien d'envoyer le lien après, pour qu'elle essaie de s'inspirer. D'accord. Donc, je pourrais envoyer le lien après, vu que c'est pour voir le modèle du portfolio. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ma question du CV. Oui. Souvent, sur les CV, on voit les profils, par exemple, comptable ou quelque chose comme ça. Bon, ça dépend du profil de la personne. Maintenant, je voulais savoir, pour une personne qui n'a pas encore exercé un métier comme ça, on peut mettre quoi comme là-bas?
Bon, je ne sais pas comment. D'accord. Je crois que M. Sawargo a bien noté. Il nous apportera des éléments de réponse. Donc, je crois que c'est la seule question. C'est Mme Kabouri qui a adressé une question à M. Sawargo. Y a-t-il d'autres questions encore? Ou ceux qui viennent de nous prendre en marche? Oui, ils ont tellement bien expliqué que les questions, il n'y a pas de questions. D'accord, il n'y a pas de souci, je prends note. Moi, j'avais deux questions à l'endroit de nos deux intervenants. La première s'adresse à M. Sawargo. C'était de savoir quelles sont les qualités d'un bon CV. Je ne sais pas s'il peut nous apporter des éléments de réponse. Également, est-ce qu'il est important de mentionner son âge dans le CV? D'accord, moi, ma seconde question, bon, les autres questions maintenant s'adressent à M. Milogo. Je ne sais pas s'il nous reçoit. D'accord. J'aimerais savoir quel est l'intérêt, par exemple, de concevoir un portfolio. Quel est, par exemple, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, quel est l'intérêt d'un portfolio? Un portfolio s'adresse à qui? Ok. La cible. Quelle est la cible? Bon, si je veux résumer, quelle est la cible d'un portfolio? Ok. Également, j'aimerais savoir, le portfolio, est-il actualisé à tout moment ou bien en la créant une seule fois, c'est déjà bon, en fonction de ce qu'on cherche, le but de rechercher. Donc, je pense que c'est bon. Je vais passer maintenant la parole à M. Sawargo pour qu'il nous apporte des éléments de réponse relativement aux différentes questions posées. M. Sawargo, vous avez la parole. Merci, M. Sédogo, pour la parole. J'ai noté notamment 4 questions. La première question, c'est celle de Mademoiselle Kaboré Ormela, qui demande à savoir si une personne n'a pas trop de compétences, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la partie compétences pour que ce ne soit pas vide. Oui, si vous n'avez pas encore exercé en entreprise et que dans la partie compétences, il faut mettre des compétences, quand on dit compétences ici, ce n'est pas forcément ce que vous avez fait en entreprise. Il y a en fait vos activités extra-professionnelles qui sont là, c'est-à-dire votre engagement associatif, votre engagement dans les différents types d'activités et tout. Si, de par cet engagement, il y a des compétences là-bas que vous avez acquis, que vous avez développées, qui est un rapport avec le poste recherché, et n'hésitez pas à mettre cela en avant dans votre curriculum vitae. Ce sont des choses aussi qui, qui sont conseillées de mettre dans le CV. Donc, ce n'est pas uniquement les compétences acquises au niveau de l'entreprise, non. Si vous avez été bénévole, si vous avez piloté une activité, que ce soit en entreprise ou hors entreprise, vous pouvez les recenser et voir est-ce que cette activité, ça demande de la maîtrise de soi, ça demande de la planification, ça demande du management d'équipe parce qu'il y a des gens que vous avez gérés et tout. Ce sont des compétences que forcément vous avez développées en exerçant ces activités-là. Donc, c'est à vous vraiment de vous asseoir et de regarder, en fait, faire un, comment on appelle ça, vous asseoir et regarder, en fait, qu'est-ce que vous avez eu à faire comme activité dans votre vie. Et parmi ces activités, vous essayez de dégager les compétences que vous avez pu développer dans ces activités. Vous essayez de voir maintenant ces compétences développées dans ces activités, est-ce que ça a un lien avec le profil recherché? Si oui, vous les mettez en avant dans votre CV. Sinon, vous ne les mettez pas. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à votre inquiétude. Maintenant, je passe aux questions de M. Sédougou, dont la première est les qualités d'un bon CV. Bon, il faut dire qu'un bon curriculum vitae, c'est le CV pour lequel, quand on prend, on ne souffre pas à lire. C'est le CV, quand on prend, on le parcourt rapidement et les informations sont claires et lisibles, facilement compréhensibles, sans pour autant se casser la tête. C'est le CV dans lequel on ne trouve pas trop d'informations techniques, j'allais dire. Voilà. C'est le CV. Quand on regarde rapidement, on sait, vous êtes spécialisé dans tel domaine, vous avez tel savoir. Donc, ce sont ces petits éléments-là que je peux donner comme qualité d'un bon CV. Et il fait bien de poser la question en rapport avec les photos dans le CV.
C'est vrai que j'ai survolé cette partie, mais un CV professionnel doit forcément avoir une photo. Il faut forcément une photo. Et quelle posture il faut pour cette photo? Il faut une photo dont votre visage est bien visible. On n'a pas besoin, en fait, une photo portrait, j'allais dire. Voilà. On n'a pas besoin, en fait, d'une photo entière. Une photo plein, plein poitrine, j'allais dire, au niveau de la poitrine en montant au visage. Mais il faut que la photo prise là, ce soit en fait l'expression de votre visage puisse, comment dirais-je, refléter un peu en fait votre personnalité. Vous pouvez avoir une expression du visage assez professionnel, un visage ouvert, accueillant, voilà, mais pas une mine crispée et qui dégage d'un regard fuyant. Non, bon, vous-même vous voyez que si vous avez une photo où la mine est crispée, le regard est fuyant, bon, ça vous élimine, ça vous retire déjà des points. Et l'objectif là, c'est vraiment d'être impactant. L'objectif, c'est vraiment de vous démarquer. Donc, tous les détails comptent en matière de suivi. Et je vous remercie encore d'avoir attiré mon attention sur cette partie-là. Voilà. Il y a aussi une autre question. Bon, pour ça, vous pouvez soit aller voir un professionnel de la photo qui va vous faire une photo avec votre visage bien visible, avec une très bonne expression du visage. C'est ce qui est recommandé en la matière. Soit vous voyez un professionnel de la photo qui vous fait les photos, ou bien vous pouvez tout simplement faire avec votre téléphone portable. Maintenant, la photo, derrière, il faut en fait un fond assez neutre. Voilà, un fond neutre. Les photos où on voit que le fond, il y a des décors, de fleurs, tout ça là. Non, non, ce n'est pas en fait ce genre de photos qui sont recommandées. Mais si l'expression du visage est bien, généralement, nous, bon, moi en tout cas, je fais de la conception de suivi. Généralement, les photos comme ça, quand je reçois, je les retraite, j'enlève le fond et j'essaie de travailler en fait la qualité avant de mettre dans le suivi. Voilà. Donc, je parle cela dans le cas où vous avez fait les photos avec votre téléphone portable. Voilà, c'est bien souvent, si vous, avec votre téléphone portable, si vous le faites avec la photo, c'est un plan poitrine en montant, le visage est bien visible, avec une très bonne expression du visage. Ne vous souciez pas trop du fond. Si vous voyez un professionnel qui peut vous aider à faire la conception, il saura travailler le fond pour vous, pour que voilà, cela soit encore beaucoup plus attractif. S'agissant de la question, faut-il mentionner son âge dans le survey? Bon, c'est oui et non. Hein. C'est oui et non à la fois. Tout dépend de vos objectifs, tout dépend en fait du poste recherché, tout dépend en fait de ce qui est demandé par rapport au profil. Si le profil exige cela, voilà, vous pouvez mettre votre âge. Et l'âge, c'est à quelle partie qu'on met? C'est dans la partie en tête. Voilà, je disais que dans la partie en tête, c'est cette partie-là où on retrouve toutes les informations en rapport avec vous-même, que ce soit votre nom, votre prénom, votre contact, votre adresse mail, où est-ce que vous êtes situé. Je disais tantôt qu'il faut, si vous êtes sûr que votre profil LinkedIn est assez bien travaillé, bien optimisé, vous pouvez ajouter cette partie-là. Et c'est à cette partie aussi, dans la partie en tête, que doit se retrouver l'âge si vous devez mentionner. Voilà. Il y a des CV pour lesquels c'est nécessaire. Il y a des CV pour lesquels ce n'est pas nécessaire de mentionner votre âge. Voilà. Donc, tout dépend en fait. Il faut s'adapter en fonction de l'exigence du poste, en fonction de ce qui est recherché. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport aux questions qui m'ont été posées. J'espère que les réponses apportées sont satisfaisantes. S'il y a toujours d'autres inquiétudes, je suis disponible pour apporter des éléments de réponse. Merci à tous. Déjà, Oui, merci à monsieur Sarago pour les éléments de réponse que vous avez eu à apporter. Maintenant, je crois, on ne s'est pas compris concernant ma question sur le CV là. Je demandais à savoir, au niveau de l'entête là, souvent sur les CV, on voit chef comptable. Bon, la personne précise sa profession au fait, ou bien je ne sais pas si c'est. Souvent, on voit chef comptable ou bien bon, la personne précise son profil, quoi.
Maintenant, je voulais Oui, savoir, c'est le profil de l'offre qu'on précise là-bas ou bien c'est ce que la personne fait comme travail. voilà. OK, je comprends mieux votre inquiétude. Je vois. Ça veut dire souvent quand vous prenez les CV, vous avez le nom et en bas, en fait, on a le profil de la personne. Ça veut dire le poste recherché. On peut prendre par exemple Pierre-René Rodolphe Saoudou en bas digital marketer. Ou bien Pierre-René Rodolphe Saoudou en bas on voit community manager. Ou bien on voit graphiste, ou bien on voit monteur Oui, vidéo, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, par rapport à ça, je dirais que tout dépend en fait du profil recherché par les entreprises. Si vous avez vous pouvez avoir plusieurs compétences, mais telle entreprise souhaite faire recours à vous par rapport à telle compétence spécifique. Si c'est ça, bon, même si vous avez, comment dirais-je, en ce moment, non, c'est à vous, il faut juger. Si, par exemple, l'entreprise recherche un vidéaste et vous partez mettre graphiste, bon, vous voyez que ça n'a pas en fait de lien. Donc, par rapport au profil, vous essayez de mettre les compétences que vous avez en rapport avec le profil. Si on cherche une logisticienne, voilà, vous allez mettre logisticienne. Si on cherche quelqu'un pour la gestion de stock, vous allez mettre la partie la gestion de stock. Si on cherche quelqu'un par rapport, en tout cas, c'est vous qui connaissez mieux votre domaine, qui connaissez en fait quels sont les différents postes en rapport avec votre domaine. Donc, si vous avez les compétences requises par rapport à ce qui est demandé, vous mettez ce poste-là juste en bas de votre nom. D'accord, je vois maintenant. Merci. La réponse est satisfaisante. Oui, ça va, merci. Je vous en prie. D'accord, d'accord. Merci vraiment pour la parole et merci pour ces questions-là qui permettront vraiment à tout un chacun d'avoir plus d'éclaircissement euh, par rapport au portfolio. Donc, la première question, c'était la cible d'un portfolio. Quelles sont les personnes vraiment cibles, euh, des personnes qui peuvent vraiment se dire avoir besoin d'un portfolio, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. OK. Donc, premièrement, principalement, on va dire, ce sont des professionnels. La cible d'un portfolio, ce sont principalement des professionnels, des personnes qui ont déjà exercé, qui ont déjà des réalisations et qui cherchent peut-être un emploi ou qui postulent à des marchés. Ça peut être des entrepreneurs également. Ils ont besoin d'un portfolio bien fourni pour pouvoir postuler à des marchés et se donner plus de chances pour être retenus. Ça, c'est principalement. Mais ce n'est pas réservé seulement à ces types de personnes-là. Il peut y avoir des étudiants qui postulent qui ont des portfolios pour permettre vraiment de décrocher des stages dans des entreprises vraiment émergentes. Parce qu'un portfolio vraiment dénote de votre professionnalisme et de votre rigueur, de votre art dans le travail. Donc, même étant étudiant, vous pouvez avoir un portfolio. Maintenant, il y aura maintenant, on va dire quoi, le type de portfolio qui sera là. Vous allez avoir un portfolio étudiant où vous allez plus axer, vous appesantir plus sur votre formation en fait. Vous allez plus développer les formations que vous avez reçues. Si vous avez eu des certifications, vous allez plus développer cela. Et si vous avez eu à faire quelques TP vraiment qui peuvent vraiment vous donner plus de chances d'être recruté, vous pouvez les exposer au niveau de votre portfolio. Ça, c'est la cible, on va dire, secondaire. Sinon, la cible principale d'un portfolio, quand on parle de réalisation de projets, c'est principalement pour les professionnels, les entrepreneurs et des gens qui ont vraiment quelque chose, qui ont vraiment des réalisations en fait. Ça, c'était la première question. La seconde question, par rapport à l'actualisation du portfolio. Oui, pour un portfolio web, on peut l'actualiser à tout moment. Pour un portfolio, il suffit juste de contacter la personne avec laquelle vous avez eu à réaliser votre portfolio. Si vous avez de nouvelles réalisations,
vous transmettez les différentes informations à soumettre au niveau de votre portfolio. Et ça se fait vraiment, je vais dire, en 5 minutes, la personne réactualise votre portfolio et votre portfolio est visible par le grand public, à toute personne qui visite votre site web portfolio. Ok, je pense avoir répondu à vos questions. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Si ce n'est pas le cas, je vais reprendre encore mes explications. Merci. Je disais que je suis satisfait. Okay. Vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Vous m'entendez? Y a-t-il d'autres intervenants qui ont des préoccupations? Bon, d'autres participants qui ont autant pour moi, qui ont des préoccupations. Il y a M. Sophilippe qui est avec nous. M. Sophilippe, vous nous entendez? Il y avait quelques soucis. Je pense que tous ceux qui sont là sont dans le groupe WhatsApp Masterclass Sapero. Donc, dans ce groupe-là, nous vous enverrons ce petit book-là. Nous vous enverrons ce petit book au cours de la semaine. Dans ce petit book, vous retrouverez l'essentiel de ce qui a été dit avec beaucoup plus de détails. Il est intitulé « Guide pour attirer les meilleures opportunités grâce à un CV et un portfolio ». Ce petit book a été écrit par moi-même et M. Nimi Logo. Donc, c'est ce qui même a poussé à trouver le thème et à tenir cette masterclass pour votre plus grand bonheur. Donc, au courant la semaine qui va débuter, nous vous mettrons à disposition ce petit book gratuitement pour que vous puissiez encore lire et comprendre davantage ce qui a été dit. Ce n'est pas nécessaire qu'on vous envoie les modules. Ce petit book, il est beaucoup plus riche, il est beaucoup plus développé par rapport aux modules que nous avons présentés ce soir. En plus de cela, une chose est de bâtir, de concevoir un curriculum vitae professionnel qui se démarque et tout. Une chose aussi est d'avoir un portfolio où on met en avant ses réalisations. Mais l'autre chose est d'aller vers les personnes là qui sont susceptibles de remarquer le travail que nous avons fait, c'est-à-dire où est-ce que nous allons aller déposer ces surveys, où est-ce que nous allons aller déposer ce portfolio que nous avons eu à concevoir. Alors, un des moyens, c'est aller sur LinkedIn. Aujourd'hui, on ne cessera jamais de le dire. Tout d'abord, je veux savoir, est-ce que tous ceux qui sont là connaissent LinkedIn? Ah, moi, je connais brièvement, mais je ne maîtrise pas bien cela. D'accord. Vous dites que vous connaissez, mais vous ne maîtrisez pas vraiment. D'accord. Donc, vous me recevez toujours? Oui, on vous reçoit. D'accord. Donc, je disais que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui vous permet, lorsqu'il est vraiment bien utilisé, que vous soyez reconnu comme référence dans votre domaine. Et l'utilisation de LinkedIn, bon, il faut dans un premier temps avoir un profil vraiment bien optimisé où les informations qui sont là sont attractives. La première base même, avant de commencer à communiquer sur LinkedIn, avant d'être beaucoup plus impactant sur LinkedIn, c'est avoir un profil optimisé. Un profil optimisé, c'est quoi? C'est un profil où on a une bonne photo professionnelle de vous, on a une bonne bannière qui met en avant la solution que vous apportez aux gens, on a une bonne proposition de valeur, on a les informations relatives à votre profil qui sont bien renseignées, on a aussi quelques réglages techniques qui doivent être faits au niveau de votre profil pour que vous soyez, pour maximiser en fait votre visibilité. Il y a aussi le fait que vous pouvez participer. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité, souvent il y a des événements que les gens organisent en ligne. Et lors de ces événements, vous avez la possibilité de participer et de prendre souvent la parole pour vous faire remarquer. Voilà. Mais ces événements, il faut choisir ces événements en rapport avec votre secteur d'activité et tout. Donc, une fois que vous participez, vous faites en sorte que, voilà, on sache que vous êtes présent, c'est-à-dire poser des questions intelligentes, faire de telle sorte qu'on sache que, bon, vous, en tout cas, ce domaine, vous vous intéressez au domaine et tout. Également,
Sur LinkedIn, c'est le seul réseau social où il est très, très, très facile d'entrer en contact avec les gens. Aujourd'hui, si vous voulez toucher n'importe quel recruteur, n'importe quel directeur, n'importe quel gestionnaire de ressources humaines, sur LinkedIn, si vous l'écrivez en inbox rapidement et facilement, les gens vous contactent. Donc, LinkedIn, c'est vraiment un canal pour rapidement maximiser après avoir fait votre CV, pour que les gens puissent savoir que vous êtes compétent et de telle sorte que ça vous attire des opportunités. À travers LinkedIn, si l'utilisation est très bien faite, voilà, cela peut vous maximiser en fait l'impact de votre CV et vous attirer beaucoup plus d'opportunités. Et cela, nous avons la possibilité de vous apprendre réellement comment prendre en main le réseau social LinkedIn pour avoir beaucoup plus d'opportunités. En plus de LinkedIn, il faut participer, il ne faut pas hésiter à aller en fait vers les gens. Il ne faut pas aussi hésiter à participer à des événements de tout genre, que ce soit des événements communautaires et tout, votre engagement associatif. Ce sont des choses qui montrent en fait votre engagement et tout. Et cela, c'est des moyens par lesquels les gens en fait peuvent remarquer en fait ce que vous faites et tout. Il ne faut pas aussi hésiter à faire du réseautage. Voilà, le réseautage, c'est un puissant moyen pour pouvoir obtenir des contacts de qualité. Et nous savons que, bon, il y a un coach au Burkina Faso qui aime dire qu'un bon numéro vaut mieux qu'un master 2. Je vais taire le nom. Je sais que la plupart de certaines personnes le connaissent ici. Donc, c'est pour dire qu'avec le réseautage, vous pouvez facilement aussi vous attirer des opportunités. Voilà. Donc, cela dit, ce sont quelques pistes que nous avons données. Si vous voulez encore approfondir ces pistes que nous avons données, c'est-à-dire apprendre à utiliser correctement et efficacement LinkedIn, nous pouvons vous accompagner dans ce sens-là. Si vous voulez aussi qu'on vous aide aussi dans la conception des CV et tout, bon, pour les membres de cette communauté, on peut vous faire un bon prix pour que voilà, vous puissiez avoir des CV professionnels. Vous nous contactez, on va vous mettre à disposition un template que vous allez remplir des informations. Et nous, avec ces informations, on va faire la conception et vous mettre à disposition. Si vous souhaitez aussi, comment dirais-je, avoir un portfolio bien construit afin de postuler, que ce soit à des offres d'emploi ou bien vous êtes entrepreneur, Monsieur Milego ici présent, voilà, peut vous aider en ce sens-là. Donc, aussi, les masterclass de Sapero sont, j'allais dire, si vous avez des besoins spécifiques par rapport à une thématique donnée que vous souhaitez en fait qu'on aborde ce thème, qu'on développe cet aspect, vous pouvez voilà, soit entrer directement en contact avec nous en inbox pour ce thème, ou bien dans le groupe WhatsApp là, n'hésitez pas à proposer en fait vos inquiétudes par rapport au sujet de masterclass que vous recherchez. Et nous, on va l'analyser et voir quelle date convient le mieux pour fixer et tenir encore d'autres masterclass sur ce sujet-là. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. C'est un dimanche. Ce n'est pas évident. On a commencé à 19h, il est 21h. Demain, c'est la reprise. Donc, ce serait bien, en tout cas, qu'on mette fin à ce webinaire, que chacun puisse se préparer pour la reprise. Je vais laisser la parole à M. Sedego pour clore la partie et on se retrouve très bientôt pour d'autres événements. N'hésitez pas aussi à nous faire part de ce que vous avez pensé, de comment est-ce que voilà, les choses, votre retour pour qu'on puisse s'améliorer les fois à venir. Merci à tous. Merci grandement à tous et à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi. Bonne soirée à vous.